La France est en guerre. Notre ennemi, c'est Daesh. Il ne s'agit donc pas de contenir, mais de détruire cette organisation. Since the attacks in Paris, our closest allies have ramped up their contributions to our military campaign, together with 65 countries that have joined an American-led coalition. Каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести вклад в разгром террористов. И не декларациями, а конкретными действиями. Le monde entier a déclaré la guerre à l'organisation de l'État islamique en Irak et au Levant. Pourtant, Daesh est toujours là, imposant sa loi sur une partie de la Syrie et de l'Irak et envoyant ses kamikazes à l'assaut des 5 continents. Comment quelques dizaines de milliers de combattants résistent-ils aux meilleures armées du monde? Ce sont des acteurs dispersés qui combattent, et ça profite à Daesh. Tout ce monde-là est d'accord en principe pour combattre Daesh. Mais tout ce monde-là a chacun de son côté plus ou moins utilisé et alimenté Daesh. Tout le monde avance dans la même direction, mais certains courent et d'autres marchent doucement. Et si la lutte contre l'international de la terreur cachait en réalité une autre guerre, un conflit plus large qui bouleverse l'équilibre mondial? This is a global war, a third world war by other means. Quelque part au nord de l'Irak, un homme prépare sa revanche contre Daesh. Ancien gouverneur de la province de Mossoul, il avait dû fuir en catastrophe devant l'avancée de l'État islamique. Héritier d'une grande famille sunnite, ce millionnaire appartient à l'élite qui a longtemps dominé le pays. Seigneur déchu, il tente de rallier sa communauté pour combattre les djihadistes du califat. العقيد عبد الرزاق جبر خضر امر فوج الثالث الخاص اللواء الاول الفوج في التدريب سيدي. الاطراف هذه كلها كتصبيح كامل؟ لا مو تصبيح كامل، الاطراف كلها تصبيح ثلاثة حتى الجامات مالتها ايه بس هذوك اللخخ بقيه كلهم La majorité de nos combattants sont des Arabes sunnites de notre province. Nous faisons appel aux volontaires. On a d'abord rassemblé plus de 500 combattants, puis 1000 dans un deuxième temps. En ce moment, c'est moi qui finance ces troupes. Bien entendu, je m'appuie également sur des dons de certains de mes amis et d'autres acteurs. Les officiers sont tous issus de l'ancienne armée irakienne. Ils ont participé à la guerre contre l'Iran en tant qu'officiers. Ils ont donc une très bonne expérience militaire. Ils préfèrent servir votre armée plutôt que l'armée irakienne officielle? Pour dire la vérité, ils n'ont pas vraiment confiance dans les troupes de l'armée irakienne. Surtout ceux originaires de Mossoul, ils sont particulièrement maltraités. À chacun sa guerre et ses alliés.
le gouverneur s'appuie sur les anciens officiers de Saddam Hussein pour bâtir son armée privée. L'objectif est double, expulser Daesh, mais surtout défendre les intérêts des sunnites face au régime de Bagdad aux mains des chiites. Tapi dans son bunker, il concurrence directement l'armée nationale irakienne. عندهم بالجيش؟ يعني قينطون هي من التجهيزات عندهم امريكي عندهم امريكي ما قينطون يعني قاعدة عمليات عندهم؟ ما متاكد. Entre l'armée de Bagdad et celle du gouverneur, la course contre la montre pour la libération de Mossoul est engagée. La deuxième ville d'Irak est le bastion de l'État islamique. C'est ici que se déroulera la mère de toutes les batailles. C'est la ville de Mossoul. Et là, c'est l'aéroport. Nous ne sommes pas loin aujourd'hui. Quand la bataille va-t-elle commencer? Nous attendons la décision. Cela ne dépend pas que de nous. Ça dépend de qui? De Bagdad et de la coalition. Quand ils prendront la décision d'attaquer, là, nous pourrons atteindre Mossoul d'un seul coup. Côté sunnite, qui tire les ficelles de la guerre contre Daesh? Une partie de la réponse se trouve à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, où siège une sorte de gouvernement irakien en exil. C'est là que se réunissent les anciens responsables sunnites du pays. Depuis la chute de Saddam Hussein, ils ont financé l'insurrection contre le régime de Bagdad, avant de se faire déposséder du pouvoir au sein de leur propre communauté par les djihadistes de Daesh. Je ne peux pas nier qu'une grande partie des Irakiens présents dans Daesh sont des sunnites. Mais la plupart sont des victimes de l'injustice, de la haine, de la marginalisation, de l'humiliation. Ils agissent en réaction à ça, sans réfléchir. Daesh a exploité cette révolte pour prendre le contrôle des villes sunnites, uniquement. Il y a une haine qui s'explique par le fait que pour la première fois dans l'histoire, finalement, les sunnites ont perdu le pouvoir à Bagdad, un pouvoir qu'ils avaient toujours monopolisé. Et il y a aujourd'hui donc un mouvement massif, il faut le dire, de soutien à Daesh, c'est-à-dire une organisation qui se présente comme le grand défenseur et le grand justicier d'une communauté qui se considère comme victime des événements. Autour de Mossoul cohabitent plusieurs armées rivales. Ces soldats de l'armée régulière irakienne appartiennent aux nouvelles unités formées par les Occidentaux après la déroute face à Daesh. Elles ont pour mission de diriger la contre-offensive. La fumée là-bas, c'est l'impact de nos canons et aussi des frappes aériennes de nos alliés. Daesh, ils sont loin? À 7 km d'ici environ. Ce sont les avions américains qui arrivent. Américains et français.
2 ans que tout le monde combat à Daesh. Et ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Non, ça ne fait pas 2 ans. C'est seulement depuis que Daesh a frappé à l'extérieur de l'Irak et de la Syrie qu'a vraiment commencé la guerre. C'est seulement quand ils sont partis commettre des attentats en Allemagne, en Suisse, en France. C'est là que vous avez commencé à vraiment les combattre. Avant, vous étiez hésitant. Il faut être blessé pour sentir la douleur. Sans ça, vous ne seriez jamais venu dans cette galère. Regroupant des chiites et des sunnites, la nouvelle armée irakienne est censée incarner l'unité nationale. C'est quoi ce drapeau? C'est le portrait de l'imam Hussein. C'est le drapeau chiite? Oui. Dans la réalité, cette armée reste perçue comme une force partisane au service du régime chiite de Bagdad. Daesh, c'est un fléau. Mais la vérité, c'est que nous avons encore plus peur de la présence des armées chiites. Mais les sunnites n'ont pas dit leur dernier mot. Nous n'acceptons pas d'être des citoyens de seconde zone sur la terre de nos aïeux. L'une des plus grandes victoires de l'État islamique a été notamment de réussir à convaincre les sunnites et les chiites irakiens, qui avaient toujours vécu côte à côte, qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Le front autour de Mossoul illustre les profondes divisions irakiennes. Aux côtés de la milice sunnite de l'ancien gouverneur et de l'armée nationale à dominante chiite, campe une troisième force, les combattants kurdes, les Peshmerga. En intervenant en première ligne pour repousser les djihadistes, ils ont instauré une sorte de frontière officieuse qui sépare le Kurdistan du reste de l'Irak. Ici, on est au Kurdistan. Ce poste, c'est la terre du Kurdistan, la zone des Peshmerga. Par là, ce sont des villages arabes et là-bas des villages kurdes. Et là, aujourd'hui, c'est le début de l'offensive sur Mossoul? Oui, c'est le plan. Mais nous avançons doucement, village par village. Il faut être patient. De toute façon, nous les Peshmerga, nous ne connaissons pas les ordres de l'armée irakienne. Les Kurdes sont les seuls à faire preuve de la même rage de combattre que Daesh. Nos études psychologiques montrent qu'ils sont les seuls prêts à se battre et à mourir pour leur identité kurde. Les combattants montaient au front en taxi, les étudiants les ravitaillaient, ils n'étaient pas payés depuis 6 mois et malgré cela, ils étaient les seuls à résister à l'État islamique. Ce chercheur américain a passé plusieurs semaines sur le front à étudier et comparer la motivation des différents combattants. Là, c'est un combattant de Daesh. Il ne veut même pas entendre parler des chiites. Je n'aurais aucune confiance dans les soldats irakiens. Aucun d'entre eux ne possède la même volonté de combattre que Daesh. En Irak, la guerre menée contre les djihadistes a précipité la faillite du pays et entériné sa partition. Daesh prospère sur ce chaos. Si l'Irak a été son berceau, la Syrie va devenir son terreau.
Homs, vitrine du martyre enduré par la population syrienne. Comme les autres villes, elle témoigne de la folie destructrice qui a ravagé le pays. L'État islamique n'est qu'un des acteurs de cette guerre totale. Avant d'imposer sa loi, il a bénéficié d'un allié de poids, le président Assad lui-même, prêt à tout pour sauver sa dictature. Dès les premières heures de la Révolution, il cherche à diviser l'opposition et libère du bagne de Sednaya les prisonniers islamistes les plus radicaux. Un détenu a été le témoin de ce pacte avec le diable. Ceux qui sont devenus Daesh existaient déjà sous forme de groupe à l'intérieur de Sednaya. Ces hommes-là étaient à l'image de ce qu'est Daesh aujourd'hui, brutaux, belliqueux, sanguinaires. C'étaient eux qui commettaient des meurtres à l'intérieur de la prison. Beaucoup ont combattu en Afghanistan, en Tchétchénie, en Bosnie, en Irak et au Yémen. Au sein de l'école du djihad, ces hommes-là sont des symboles mondiaux. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que le régime a commencé à libérer ces islamistes 2 semaines avant le début du soulèvement populaire. Il savait que quelque chose se préparait en Syrie. En libérant les principaux cadres du terrorisme islamique, Bachar al-Assad ouvre les portes de l'enfer et transforme son pays en terre de djihad, de guerre sainte. Nous, le peuple syrien, au départ on pensait qu'ils venaient pour nous aider contre le régime. Puis on a été surpris de voir qu'ils créaient leur propre groupe. Enfin, ils se sont retournés contre nous. Ils étaient là pour nous tuer. Le piège se referme sur les rebelles de l'armée syrienne libre. Ces volontaires deviennent les proies des professionnels du djihad. Le pays a implosé parce qu'on combattait le régime et que tout à coup on a dû se battre sur d'autres fronts. En utilisant Daesh pour affaiblir ses ennemis, Assad a gagné la première manche. Il se présente désormais comme l'ultime rempart contre les fanatiques. Le régime ne fait pas la guerre à Daesh. Il veut mater l'armée libre parce qu'elle a une légitimité. Vous avez le sentiment que ces hommes vous ont volé votre révolution? Hélas, oui. Ces étrangers nous ont fait passer pour des mécréants, des renégats, nous les enfants du pays. Mouchoir. Le président Assad poursuit sa stratégie du pire. Il invoque la solidarité religieuse et fait appel à son allié, chiite comme lui, l'Iran, et surtout à son bras armé, le Hezbollah libanais. La lutte contre Daesh devient le prétexte d'un conflit régional. Assad a fait venir son Al-Qaïda version chiite, à savoir le Hezbollah et l'Iran. L'Iran lui fournit de l'argent, des armes et une protection régionale. Le Hezbollah lui livre des combattants et des officiers. Nous avons affaire à une guerre politique et non pas religieuse. Grâce à notre intervention,
nous avons rendu le scénario de la chute de Bachar el-Assad caduque et illusoire. Combien avez-vous de combattants sur place en Syrie aujourd'hui? Nous ne parlons jamais de nos effectifs, de nos forces, de nos capacités militaires. Cela fait partie de nos secrets de guerre. Je vous laisse le soin de le découvrir. 5000 soldats du Hezbollah combattent aujourd'hui en Syrie. La guerre contre Daesh permet au Parti de Dieu et à l'Iran de contrôler toute une partie du pays. Plus l'Iran est fort, plus ça nous profite. La réalité, c'est que l'Iran est notre allié stratégique. Cette guerre est en réalité le symptôme d'un conflit encore plus grand. Ce serait une erreur de penser qu'il s'agit d'un problème religieux. C'est une question de politique, une question de suprématie régionale. L'Iran veut dominer la région. Le Moyen-Orient est le théâtre de l'affrontement entre deux puissances. D'un côté, la République islamique iranienne, dont l'influence s'étend sur une partie de l'Irak, de la Syrie et du Liban. De l'autre, la monarchie saoudienne qui rêve de diriger l'islam mondial, alliée aux autres nations arabes et aux pays du Golfe. Les Saoudiens voient la situation de cette manière. L'Iran représente une menace existentielle. L'Iran peut détruire l'Arabie saoudite. L'Iran est une menace supérieure à celle de Daesh. Dans cette guerre froide qui ne dit pas son nom, Daesh est un pion. Pour le moment, Daesh fait le boulot contre l'Iran, contre les chiites, contre le gouvernement de Damas. Donc, ils font le travail des troupes saoudiennes. Les troupes obéissant indirectement à l'Arabie saoudite sont extrêmement nombreuses sur le terrain et victorieuses. Mossoul est entre les mains des djihadistes. Raqqa est entre les mains des djihadistes. La Syrie est pour 40% entre les mains des djihadistes. Succès remarquable. L'Arabie saoudite et les pays du Golfe, quelle est leur stratégie aujourd'hui? C'est de ne pas laisser en Syrie un système qui leur a été hostile et qui s'est allié avec leur ennemi direct, l'Iran. Donc ça, c'est un vrai objectif de tous. Et tous ont utilisé évidemment leur principale arme qui était l'argent. Dans ce duel pour la suprématie régionale, l'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe disposent de moyens illimités. Ils dépensent leurs pétrodollars en matériel militaire dernier cri et organisent des manœuvres dignes d'Hollywood. On a deux États qui ont des caractéristiques différentes du point de vue religieux, mais des caractéristiques différentes dans tout point de vue. Les Arabes contre des Persans, une nation millénaire d'un côté, l'Iran, un pays créé en 1930 de l'autre côté, des intérêts pétroliers qui ne sont pas exactement les mêmes. Autrement dit, c'est une opposition globale entre deux États. Contre la puissance de feu saoudienne, l'Iran dispose d'un atout. Ses légions de combattants, plusieurs centaines de milliers de soldats et de miliciens, venus des quatre coins de l'ex-empire perse. Un réservoir humain inépuisable. L'Iran a pour priorité absolue la chute de Daesh. Et il met les moyens, il envoie des miliciens, comme il faut des troupes au sol. Ce sont des Afghans, réfugiés en Iran, à qui on dit si tu veux une carte de séjour, engage-toi dans l'armée, dans la milice, ta famille aura une carte de séjour. C'est le Hezbollah, parce que pour Téhéran, la priorité absolue, c'est l'éradication des groupes islamistes pro-saoudiens de Damas et de Bagdad.
Plus d'1 millier de combattants libanais du Hezbollah sont morts en Syrie. Célébrés comme des martyrs, ils sont les héros d'une guerre qui s'annonce longue et meurtrière. C'est vrai que nous perdons des combattants en Syrie. Mais n'oubliez pas nos femmes qui engendrent des enfants, qui deviendront des soldats, toujours plus nombreux, qui serviront notre cause jusqu'à la victoire. Nous avons accepté son martyre, sans nous lamenter. Dieu merci, Ali est mort en nous faisant honneur. Dans toutes les guerres, certains perdent, d'autres gagnent. Et le sang doit couler. Nous irons jusqu'au bout. Et nous vaincrons, si Dieu le veut. Vous êtes prêt à continuer cette guerre pendant longtemps ? Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer, jusqu'à ce qu'on remporte le dernier round. Combien de temps l'Iran pourra-t-il nourrir son effort de guerre? Et avec quelles conséquences pour l'avenir de la région? Daesh se nourrit de cet affrontement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, d'autant que la monarchie saoudienne a longtemps fermé les yeux sur les crimes des djihadistes. C'était à ses yeux le prix à payer pour combattre les ambitions de Téhéran. Ces mouvements djihadistes, ils croyaient les contrôler, puisqu'ils les finançaient. Ils se sont rendus compte que ça leur échappait, parce que Daesh, on l'a souvent dit, est une espèce de monstre avec des tas de pères. Sur l'échiquier du Moyen-Orient, Daesh était le fou. Il se retourne aujourd'hui contre son roi et défie directement le trône saoudien. On a vu l'État islamique s'engager dans une campagne de terrorisme et les dirigeants saoudiens ont de très gros soucis à se faire parce que les contradictions de l'Arabie saoudite n'ont jamais été aussi évidentes, à la fois de représenter une autorité religieuse dans l'ensemble du monde musulman et d'être le principal allié des États-Unis dans la région. La monarchie saoudienne se barricade. Elle construit une clôture de sécurité de 1000 km le long de sa frontière avec l'Irak pour empêcher l'infiltration des djihadistes. La menace s'étend. Désormais, Daesh s'attaque à tous les États du Moyen-Orient. Vienne, en Autriche, loin du chaos de la guerre. C'est ici que les dirigeants iraniens et saoudiens ont rendez-vous avec les autres nations engagées dans la lutte contre le terrorisme. Sur le papier, chacun appartient à une coalition internationale. L'Arabie saoudite s'est rangée sous le parapluie américain avec ses alliés du Golfe et les autres nations arabes. L'Iran s'est allié à la Russie et au président syrien Assad. Officiellement, tous affirment combattre un ennemi commun, Daesh. Il n'y a jamais eu en fait une véritable coalition
au sens où on pouvait parler pendant la Deuxième Guerre mondiale d'une coalition contre Hitler, par exemple les Occidentaux et Staline. Il n'y a pas d'équivalent dans cette affaire. C'est une des faiblesses évidentes de cette coalition depuis le début. Gendarmes historiques du Moyen-Orient, les États-Unis occupent le centre de la table, mais doivent désormais partager le premier rôle avec la Russie. Car Moscou s'est invité dans la grande guerre contre le terrorisme. Et tout oppose les parrains russes et américains. La nature des cibles, les alliances, et surtout la question de savoir qui, à la chute de Daesh, va contrôler son territoire. À Vienne, la guerre d'après a déjà commencé. The broad range of countries represented, and by the way, it has grown, a variety of competing interests are going to have to be reconciled. And those involved in this conflict with competing agendas are going to have to be willing to prioritize peace. Les Russes, ils ont été plus ou moins éliminés de tout le monde arabe. Ils sont revenus, ils ont rétabli leur position. Ils sont aujourd'hui non pas un des 6 interlocuteurs, mais un des 2 principaux, alors qu'ils étaient pratiquement devenus moins importants, non seulement que les États-Unis, mais même que les Turcs, les Iraniens. Il s'agit de maintenir leur zone d'influence, une sorte de pouvoir. Standing to my right is leverage. Russia. So let me turn to Foreign Minister Lavrov. Спасибо, Джон. Прозвучала тема, что нужно выбирать либо режим, либо борьба с терроризмом. Считаю это абсолютно неприемлемым, тем более, что когда люди говорят, вот уйдет Асад, и все сразу... En envoyant son armée en Syrie, le président Poutine impose ses conditions aux Occidentaux. La lutte contre les djihadistes passe d'abord par la défense du régime de Bachar al-Assad. Et il a fallu quand même des mois et des mois et des mois pour que les Russes, dans certains cas, commencent à intervenir contre Daesh. Mais c'est marginal. Ce n'est pas leur objectif numéro 1. Pour la Russie, il y a d'autres priorités, qui est d'empêcher la chute du régime. Si empêcher la chute du régime passe par le fait de taper sur Daesh, ils taperont sur Daesh. Le président Poutine est le nouvel homme fort de la guerre contre le terrorisme. D'autant qu'en face, au sein de la coalition qui rassemble occidentaux et pays arabes, les discours d'union ne font plus illusion. Les Américains ne contrôlent pas les Saoudiens. Ils ont de l'influence, mais pas de contrôle total. C'est différent. Les États-Unis ont mis sur pied une coalition internationale contre l'État islamique, mais qui joue véritablement le jeu? We remain united in our fight to destroy ISIL, or Daesh, which is a threat to all of us. Ni les Saoudiens, ni les Qataris, c'est-à-dire nos proches alliés, ne jouent le jeu, parce qu'ils considèrent Daesh comme un excellent outil contre Assad, contre l'Iran. C'est pas leur priorité. Où est l'aviation saoudienne en ce moment? Tant qu'il n'existera pas un autre sens des priorités... Si la priorité absolue, c'est d'éliminer Daesh, il faut en effet une coalition beaucoup plus efficace, beaucoup plus claire, beaucoup plus coordonnée, beaucoup mieux conduite que la coalition actuelle. Sur le terrain, les pays du Golfe ont laissé la coalition américaine seule face à Daesh. Pire, leurs liens avec les djihadistes révèlent une fracture. Confrontés à une vague de terrorisme mondial, les Occidentaux doutent. Certains de nos amis seraient-ils devenus nos ennemis? Ces attaques terroristes elles ont été perpétrées par des gens de l'État islamique qui ont été soutenus financièrement et logistiquement par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc il faut quand même s'interroger sur nos alliances. 10 accords vont être signés. Il est évident que cette question longtemps négligée, ou refoulée, ou enfouie en fait, elle est maintenant visible.
Il y a une porosité entre islam, islamisme, wahhabisme, extrémisme, djihadisme, terrorisme, et les coupe-feux ne sont pas assez clairs et ne sont pas assez nets. Donc c'est une question qui n'est pas résolue et qui est devant nous. La guerre actuelle ne remet pas seulement en cause les alliances historiques. Elle pose un nouveau défi aux puissances occidentales. La stabilité des frontières du Moyen-Orient, imposée au début du XXe siècle. This is map of the border. This is Iraq, this is Sham. But now, this is all one country, inshallah, one dawla, inshallah, one ummah, inshallah. There is no more border, khalas. Lorsque l'État islamique s'est emparé de la frontière entre la Syrie et l'Irak, donc en juin 2014, la première chose qu'il a fait était de mettre en scène, je cite, l'effacement de la frontière Sykes-Picot. This is the so-called border of Sykes-Picot. Alhamdulillah, we don't recognize it and we will never recognize it. La frontière à laquelle s'attaque Daesh a été dessinée pendant la Première Guerre mondiale par la France et la Grande-Bretagne. Elle porte le nom des diplomates qui avaient secrètement négocié le partage de la région. Sir Mark Sykes et François-Georges Picot. Dans la mémoire collective, ces accords sont restés comme la preuve de la trahison des promesses européennes. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Britanniques et les Français dépouillent l'Empire ottoman. Les tribus arabes à qui les Alliés avaient promis un grand royaume unifié sont divisées en plusieurs pays, dont la Syrie et l'Irak actuel. Un autre peuple sort grand perdant de ce marchandage, les Kurdes. Là aussi, malgré les promesses, ils n'obtiendront jamais leur indépendance. Finalement, il y a un retour de l'histoire qui nous ramène aux conditions dans lesquelles ces États irakiens et syriens ont été fondés. Et Daesh se situe dans l'histoire. À Vienne, un siècle après les accords de Sykes-Picot, pour les anciennes puissances coloniales, la question des frontières demeure taboue. Monsieur Hérault, l'État irakien s'est effondré, la Syrie est en guerre depuis 5 ans. Est-ce qu'il faut toucher aux frontières? Non, parce que c'est ce que veut Daesh en fait. Daesh veut le régime du califat en tournant la page des frontières qui ont une histoire, ces frontières. On ne va pas refaire l'histoire, mais nous qui sommes des Européens, nous savons très très bien que quand on touche aux frontières, c'est dangereux pour la paix. Donc il ne faut pas toucher aux frontières, il ne faut pas jouer avec les frontières. Merci beaucoup. Merci. Ça pose deux questions très simples. Quelles frontières? Qu'est-ce qu'on veut changer? Et deuxièmement, quelles sont les puissances au monde capables d'imposer ça aux uns et aux autres? Et d'envoyer un million de soldats pendant 15 ans pour assurer la sécurité, pour garantir la cohabitation? Pas évident, hein? Remodeler le visage du Moyen-Orient. Dans les années 2000, à l'époque où le président Bush envahissait l'Irak, cette folle ambition était dans les cartons de l'armée américaine. Un officier supérieur en avait même dessiné le nouveau tracé, baptisé Frontière de sang. La carte du colonel Peters consacre l'éclatement de la région en une multitude de petits États. L'Irak se retrouve coupé en deux, la Syrie aussi, une partie rejoignant le Liban, et un Kurdistan indépendant voit le jour, à cheval sur l'Irak, la Syrie, la Turquie et l'Iran. Ce nouveau Moyen-Orient, les néoconservateurs américains en rêvaient, Daesh voudrait l'écrire.
Ce n'est pas le rôle des étrangers. Et je ne crois pas non plus que ce soit leur rôle d'encourager la partition de l'Irak ou de la Syrie. Les dirigeants de Daesh savent que les diplomaties occidentales sont par nature conservatrices et qu'elles ne veulent pas remettre en cause, parce que ça ouvrirait une boîte de Pandore sans fin, mais ne veulent pas remettre en cause les États et les frontières. Et c'est ce conservatisme qui permet à Daesh de conserver, malgré les défaites militaires, la place qu'il continuera à avoir, même si c'est sous une autre forme. En réalité, il est impossible de réunir de nouveau les Irakiens. Pourquoi voudriez-vous faire ça? Ils se détestent, ils se méfient tellement les uns des autres. Pourquoi vouloir les forcer à se réunir? Alors il faut modifier les frontières et créer de nouveaux États? Oui, je crois que c'est déjà le cas. De l'implosion du Moyen-Orient, un nouvel État indépendant est en passe d'émerger, le Kurdistan irakien. Pour le peuple kurde, la guerre contre Daesh est l'occasion unique de prendre une revanche sur les trahisons du passé. Après avoir été contraint de vivre sous domination étrangère, le vent de l'histoire tourne aujourd'hui en sa faveur. Ça fait plus de 100 ans, depuis le traité Sykes-Picot et la fin de la Première Guerre mondiale, que les Kurdes ont été divisés au travers des nouvelles frontières du Moyen-Orient. On pourrait aujourd'hui mettre en place de nouveaux États démocratiques. Je suis sûr que si vous posez la question aux Kurdes, c'est évident que la majorité sera en faveur de l'indépendance du Kurdistan. La question n'est pas de savoir si il va y avoir un État kurde en Irak, mais quand. Le problème est le suivant. Le fait de tracer de nouvelles frontières offrira-t-il un meilleur avenir? Je ne sais pas. Les frontières héritées de Sykes-Picot ne sont pas sacrées et il faudra bien les remettre en question. Mais ce qui m'inquiète, c'est de savoir si nous allons corriger une erreur en commettant une autre erreur. Le réveil des ambitions kurdes a ouvert un nouveau front dans la guerre contre le terrorisme. Une course de vitesse s'est engagée entre les Peshmerga, alliés des Occidentaux, et les tribus arabes pour prendre le contrôle des zones libérées. L'après-Daesh ranime la rivalité entre Kurdes et Arabes, deux peuples qui revendiquent les mêmes terres. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans certaines zones de combat, dans la province d'Assaké, à l'est de la Syrie, alors que les Kurdes avançaient avec l'aide des Américains, où les populations arabes se sont-elles réfugiées? Ont-elles fui au nord, dans les zones kurdes, ou ont-elles fui au sud, dans des zones toujours contrôlées par l'État islamique? Eh bien, elles sont parties au sud. Elles avaient plus peur des Kurdes que de Daesh. Cela va constituer une excellente occasion pour l'État islamique de recruter de nouveaux combattants. Finalement, à qui profite ce conflit global contre Daesh aujourd'hui? Alors, il profite aux Kurdes, en premier lieu, qui, grâce à Daesh, ont pu étendre leur territoire. En Irak, ils ont mis la main sur Kirkouk et ils ne le lâcheront pas. Ils ont récupéré le Sinjar. Là aussi, le Sinjar, ça faisait partie de l'Irak. Et là, ils ne le lâcheront pas non plus. En Syrie, ils vont sans doute réussir à constituer leur grand Kurdistan au nord de la Syrie. Donc, je dirais que ce sont eux les premiers vainqueurs. Qui arrêtera l'avancée des Peshmerga? Une puissance régionale est prête à tout pour briser leur élan.
Dès les premières heures de la guerre syrienne, la Turquie a soutenu les organisations djihadistes. Elle a longtemps partagé une frontière commune avec Daesh et servi de plaque tournante pour les volontaires du monde entier venus grossir ses rangs. La ville de Sanliurfa était même surnommée le Petit Raqqa, en référence à la capitale de l'État islamique. Je ne crois pas que la Turquie aime l'État islamique, mais pendant longtemps, la Turquie a toléré l'État islamique. Ils ont alimenté Daesh. Il ne faut pas dire qu'ils voulaient que Daesh gagne. Ils voulaient que Daesh embête tout le monde. Le président Erdogan se présente comme l'allié des Occidentaux. Il a toujours affirmé lutter contre Daesh, jusqu'à ce qu'une vidéo révèle comment ses services secrets livraient clandestinement des armes aux djihadistes. La gendarmerie reçoit une information et décide d'intercepter ces camions. Ils sont arrêtés et fouillés. Mais il s'avère que les chauffeurs sont des agents des services secrets turcs. Une fois descendus, ils prétendent transporter de l'aide humanitaire. Puis le gouvernement intervient et ordonne à la gendarmerie de libérer les chauffeurs. Et enfin, l'ordre tombe de laisser les camions passer en Syrie. Le journaliste qui a révélé le double jeu du président a été condamné à 5 ans de prison. Le jour de son procès, un homme armé se précipite sur lui et tire plusieurs balles au sol avant d'être arrêté. Tentative d'assassinat ou grossière manipulation. En Turquie, la guerre menée contre Daesh relève du secret d'État. Concernant Daesh, cela fait des années que la Turquie leur permet d'entrer sur le territoire national, d'avoir des camps d'entraînement dans le pays et de les utiliser pour former des combattants. Les militants sont armés et renvoyés de l'autre côté de la frontière. Ces camps sont aussi utilisés pour soigner leurs blessés. La priorité des Turcs, ce sont les Kurdes, et pas l'État islamique. Et donc pour eux, le problème numéro 1, c'est de faire en sorte que l'autonomie des Kurdes d'Irak n'ait pas d'effet de contagion, qu'il ne s'établisse pas de connexion durable entre les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Syrie, tout le long de la frontière, et encore moins entre ces Kurdes-là et les Kurdes de Turquie. Et ça devient obsessionnel, ça devient central. Sous la pression de la communauté internationale, l'armée turque s'est résolue à entrer en guerre contre l'État islamique. Elle construit un mur de sécurité le long de sa frontière, bombarde les positions des djihadistes et occupe en Syrie une partie de son territoire. Les Turcs frappent, mais ils essaient de trouver des cibles qui puissent donner l'impression que ce sont des frappes contre Daesh, et en fait ce sont des frappes pour saucissonner les Kurdes. Parfois c'est les deux. Donc on est encore en pleine ambiguïté, plus que jamais. Sorti tout puissant d'une tentative de coup d'État, le président Erdogan détourne la lutte contre Daesh pour lancer une autre guerre, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Elle l'oppose aux mouvements kurdes qui combattent pour leur indépendance.
PKK, PYD, YPG, DAEŞ, bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hepsi de terör örgütü. La guerre mondiale contre Daesh a dégénéré en un conflit dont personne ne maîtrise l'issue. La lutte contre le terrorisme a laissé la place à une nouvelle guerre, où l'on se bat pour le contrôle des terres et des populations. Bombarder sans programme politique sérieux, ça peut affaiblir Daesh, mais pas l'éliminer. Qu'allons-nous devenir après Daesh? Si nous étions en mesure de fournir une réponse aux habitants de Mossoul, nous pourrions rallier à notre cause toute la ville. Mais quel sera leur avenir après Daesh? Quelle vision avons-nous de cet avenir? Personne ne veut aborder ce sujet. À quoi ressemblera l'après-Daesh? La guerre a déjà fait des centaines de milliers de victimes et transformé la région en un immense camp de réfugiés. Le chaos nourrit le djihadisme et la terreur déborde des frontières du Moyen-Orient. La force de Daesh n'est pas une force militaire. C'est bien cela qu'il faut comprendre, sinon on tombe dans le piège de Daesh qui consiste à considérer que le conflit peut être réglé uniquement militairement sans offrir aux populations des solutions alternatives à ce que leur offre aujourd'hui l'État islamique qui surfe sur les haines et sur les peurs. Mais il faut reconnaître que ces haines et ces peurs sont une réalité qu'on ne peut pas faire vivre côte à côte des gens qui se sont massacrés et qu'il faudra certainement beaucoup de temps pour retrouver un vivre ensemble. Les bombardements occidentaux ont fait reculer les frontières du califat. Toutes les armées, sunnites, chiites, kurdes et même turcs, convergent maintenant vers son territoire avec la même ambition, prendre la place de l'État islamique. Aucune puissance étrangère ne veut être responsable du contrôle de villes comme Raqqa ou Mossoul. Alors qui va les gouverner? Qui va assurer la sécurité? Les Américains encore aujourd'hui n'ont aucune réponse. Du haut de sa montagne, ce monastère a été le témoin de toutes les invasions depuis le IVe siècle. Construit par les premiers chrétiens, il est situé sur la ligne de front qui sépare le territoire des nouveaux barbares de l'Irak. Aux premières loges pour regarder passer l'histoire. Mossoul est juste en face de nous. On peut voir les lumières de la ville la nuit. Depuis que Daesh a attaqué la plaine de Ninive le 6 août 2014, elle est vide. Il n'y a plus personne. Daesh est arrivé aux portes de votre monastère? Oui, ils sont arrivés jusqu'au croisement, là, et ensuite ils sont repartis. Ils auraient pu entrer? Oui, bien sûr. Ils auraient pu le faire exploser, comme ils l'ont fait avec d'autres lieux. L'Irak existe-t-il toujours? Non. Juste par le nom. Vous entendez? C'est une position de Daesh? Oui. Votre balcon donne sur la guerre? Exactement. On a l'habitude. Chaque soir, les lumières de Mossoul brillent comme des soleils noirs, narguant les ennemis du califat.
Elles sont les feux de cette autre guerre qui n'en est qu'à son commencement.